Merci beaucoup Sébastien. Côté doctrine en France, on va essayer de voir assez rapidement 8 thèmes qui nous ont pas mal occupés au cours de l'année 2014. Le premier, ça avait fait l'objet de beaucoup de présentations au cours de l'année et d'ailleurs d'un thème spécifique lors de la précédente réunion RCCI-RCSI. C'est évidemment la directive AIFM. Donc on va revenir sur quelques éléments de doctrine que l'on continue à affiner sur la directive AIFM. Mais mon premier message sur la directive AIFM, c'est que ça y est, c'est fait, c'est plutôt derrière nous. Et d'ailleurs, bravo, puisqu'il y a 268 sociétés qui ont été agréées en 2014. C'est un nombre très conséquent, très significatif en termes de nombre de sociétés de gestion françaises, mais aussi en compétitivité. C'est un très bon signe pour la place de Paris. Ce que je souligne souvent, c'est qu'en plus, dans ces sociétés de gestion qui ont été agréées, beaucoup l'ont fait de manière volontaire. Elles ont souhaité être agréées par rapport à la directive AIFM. On a eu 40% d'opt-in. En termes de doctrine, on est maintenant du coup sur une doctrine quasiment stabilisée. On est en train de finaliser la mise à jour d'un certain nombre d'éléments. Vous êtes en train de finir la restructuration de la gamme. Tout ça, c'est plutôt derrière nous. Les vieux fonds type FCIMT, FCC qui devaient être transformés ont été transformés. Tout ça, ça a été fait. On vous a accompagné pour le faire. On est en train de finaliser plutôt le dernier élément qui est sur mon slide, c'est-à-dire la partie modernisation des produits. Que ça soit sur l'immobilier, les créances ou les forêts. On a un nouveau véhicule d'investissement sur les forêts. On est en train de mettre en place la doctrine, la loi est déjà présente et on est en train de finaliser la doctrine pour créer ce qu'on appelle des groupements forestiers d'investissement. Donc AIFM, une doctrine maintenant stabilisée, complètement opérationnelle à la fois sur l'agrément mais aussi sur les passeports. Donc là je voulais vous donner quelques chiffres. Vous inviter évidemment à utiliser ces passeports. D'ailleurs, pour les sociétés de gestion qui ont un agrément qui a été transformé, quand vous êtes passé de société de gestion agréée sous la directive MIF à agréée sous la directive AIFM, évidemment, ça nécessite de mettre à jour tous vos passeports, donc de façon à correspondre à la présence effective de votre société de gestion dans les différents pays européens. Donc les passeports, ça fonctionne. Attention, petit point de vigilance, le passeport AIFM n'est pas du tout intuitif. Puisque le raisonnement est inversé par rapport à ce qu'on connaissait au PCVM4. Le régulateur auquel vous devez vous adresser pour passeporter vos produits, c'est le régulateur de la société de gestion, ce n'est pas du tout le régulateur du fonds. Ça, c'est contre-intuitif, donc c'est pour ça que dans mon slide, c'est nouveau pour nous. L'AMF a passeporté, en effet, partout dans l'Europe, autant des fonds français, il y en avait 200 à peu près, que des fonds de droit luxembourgeois, anglais, irlandais. Ça, c'est complètement nouveau. Faites attention, il y a eu encore peut-être des interrogations de pas mal d'acteurs sur ce sujet. Dans AIFM, on a mis à jour beaucoup d'éléments de doctrine. Je vous les liste sur le transparent. Peut-être le dernier élément qui a été mis à jour concerne les programmes d'activité des sociétés de gestion. Je ferai un zoom tout à l'heure sur quelques points particuliers qu'il faut souligner. Donc cette position, la position 2012-19 est très importante pour les sociétés de gestion parce qu'elle liste en fait tous les éléments de doctrine de l'AMF sur les programmes d'activité. Donc soyez vigilants, regardez très bien votre programme d'activité et vérifiez si votre programme d'activité est conforme à votre activité au quotidien. Et donc ce document est très important pour voir ce que l'AMF considère être la bonne norme en termes de programme d'activité. Dans le cas d'AIFM, on a également mis à jour toute notre doctrine sur la commercialisation. Soyez rassurés, notre doctrine n'a principalement pas changé en ce qui concerne la définition de la commercialisation. On a toujours une définition assez large de la commercialisation, donc c'est dès qu'on démarre la présentation très précise d'un fonds, on considère qu'on est déjà dans le domaine de la commercialisation, et tant que l'investisseur est équipé du fonds, on considère qu'il y a commercialisation. Donc ça n'a pas changé. En revanche, je voulais revenir sur la définition de la commercialisation dans AIFM.
parce que les cas de figure ont changé. Le message principal sur la commercialisation, je ne vais pas décrire tous ces transparents, mais ce que je voulais vraiment souligner, c'est que aujourd'hui, le fonctionnement d'un fonds après AIFM n'est plus le cas de figure qu'on avait avant, où l'agrément valait autorisation de commercialisation. On a fait du dégroupage avec AIFM. Aujourd'hui, il y a 2 temps. Le premier temps, c'est l'agrément du fonds. Ça, c'est donné par l'autorité de tutelle du fonds, du pays de référence du fonds. Et ensuite, il y a l'agrément pour la commercialisation. Et c'est vrai que souvent, dans OPCVM ou dans les fonds non coordonnés que l'on avait jusqu'à présent, quand le fonds était agréé, ça voulait dire qu'il était autorisé à la commercialisation. Ça n'est plus le cas aujourd'hui. Donc soyez vigilants par rapport à ça. Il y a eu quelques petits loupés et quelques erreurs dans la mise en place de tout ce dispositif. En effet, quand un fonds français est géré par une société de gestion étrangère de l'Union européenne, ça n'est plus à l'AMF de donner le feu vert pour l'autorisation de commercialisation en France auprès des clients professionnels. Ça, c'est donné par l'autorité de tutelle de la société de gestion, donc la société de gestion européenne qui donne le feu vert sur la commercialisation. Donc je le souligne parce que, à nouveau, c'est complètement contre-intuitif. Un fonds français qui n'est pas agréé, qui est agréé, mais qui n'est pas autorisé à la commercialisation en France, ça c'est nouveau. Donc soyez bien vigilants quand vous mettez en place des schémas cross-border au sein de l'Union, quand vous gérez en direct des fonds de droit étranger ou quand il y a des sociétés qui commercialisent en France des fonds de droit étranger, que vous soyez commercialisateur ou producteur, vérifiez bien, ça ne fonctionne pas comme avant. Si on passe, je ne vais peut-être pas passer ces slides, mais en effet, le guide commercialisation vous précise bien tous les schémas qui peuvent exister entre les fonds qui sont établis dans l'Union ou dans les pays tiers. Il y a plusieurs cas de figure qui existent en fonction de la localisation de la société de gestion. Donc soyez vigilants, relisez bien ce document, chaque cas est quasiment un cas particulier. Deuxième information assez importante dans la commercialisation avec AIFM, la commercialisation dans AIFM est une commercialisation qui a comme principe la commercialisation auprès des clients professionnels. Donc c'est bien ça, les passeports AIFM sont des passeports auprès des clients professionnels. Et c'est vrai qu'en France, nos fonds professionnels sont souvent pas uniquement des fonds professionnels, ils sont des fonds professionnels, mais aussi des fonds autorisés à la commercialisation auprès de clients non professionnels, sous réserve que le client non professionnel mette un ticket d'entrée assez significatif. Donc il peut y avoir aussi une confusion entre le fonds professionnel et le fonds autorisé à la souscription au-delà de 100 000 €. Ça n'est pas la même chose. La distinction dans le cas d'AIFM, c'est professionnel au sens de la MIF, ça n'est pas le 100 000 €. Donc à nouveau, si vous avez des clients qui mettent 100 000 € et qui n'ont pas le statut de client professionnel, il y a pas mal de chances que les passeports AIFM ne fonctionnent pas. Soyez vigilants aussi sur ce point-là. Encore dans les quelques mises en place de premiers passeports AIFM, on a eu quelques soucis sur cette partie-là. Pour finir sur AIFM, on a en 2014 mis en place les nouveaux règlements produits qui existent, notamment sur le capital investissement ou les fonds solidaires. Donc là encore, la directive AIFM prévoyait un dispositif de commercialisation. Les 2 règlements prévoient un autre dispositif de commercialisation, c'est pas tout à fait la même chose. Donc dans UVK et Youssef, il peut y avoir aussi des petits schémas qu'il faut analyser de manière un peu plus fine. Aujourd'hui, sur ces 2 règlements, ce que je voulais vous indiquer, c'est que la doctrine de l'AMF, elle est stabilisée. Nous avons agréé des produits sur ces 2 labels. On a déjà un produit UVK et un produit Youssef qui a été autorisé par l'AMF. Donc, n'hésitez pas à utiliser ces nouveaux labels. Aujourd'hui, la doctrine de l'AMF, elle porte essentiellement sur la vérification de la qualité du gestionnaire ou les critères de sélection des titres ou le dispositif de commercialisation. C'est une doctrine assez simple et il y a vraiment une possibilité assez large pour vous d'utiliser ces labels. On sera également
pendant toute l'année 2015 à regarder ce qui va se passer côté des fonds d'investissement long terme, le nouveau règlement LTIF, pour voir comment le mettre en place dans notre gamme de fonds. Et les questions qu'on se pose sur ce nouveau règlement pour pouvoir l'accompagner, c'est est-ce que ça sera comme UVK et UCEF uniquement un label, ou est-ce qu'on mettra en place un produit pour permettre à ce nouveau type de véhicule de se développer plus rapidement. Aujourd'hui, il y a encore des textes de niveau 2 à faire pour LTIF. On n'a pas encore tous les textes en main, mais on sera à vous informer très régulièrement pendant l'année 2015 pour que vous soyez très en pointe sur ce type de fonds, que vous puissiez l'utiliser très vite dans votre gamme. Au cours de l'année 2015, et ça a déjà démarré, on va regarder la transposition de la directive OPCVM 5. Pour mémoire, c'est une directive qui se focalise sur uniquement 3 points, qui sont quand même des points importants. Une remise à niveau du dispositif OPCVM sur la partie dépositaire. En gros, il s'agit de quasiment un copier-coller sur la directive AIFM. On remet à niveau, puisqu'aujourd'hui la directive OPCVM est plutôt moins disante par rapport à IFM, en durcissant un tout petit peu le régime dépositaire par rapport à IFM, puisque on est face à des fonds grand public. Il faudra mettre en place également le schéma de rémunération des gérants dans le cadre de la gestion de fonds OPCVM. Mais là, pour toutes les sociétés de gestion qui ont déjà vécu à IFM, on s'attend à avoir quasiment la même chose. Et nous, on milite d'ailleurs au niveau des discussions européennes pour que ça soit exactement la même chose qu'à IFM. Et il y a un petit volet sanction également d'OPCVM 5. Donc OPCVM 5, ça y est, c'est en cours de discussion au niveau technique, au niveau de l'AMF, et ça sera très rapidement transposé, puisqu'on parle d'une transposition qui devrait atterrir tout début 2016. Donc même si on a encore quelques discussions au niveau de l'ESMA, même si on attend les derniers documents de la Commission européenne, c'est un chantier que l'on va faire avancer très vite au cours de l'année 2015. Je voulais revenir, j'avais fait un petit zoom l'an passé sur le règlement européen qui concerne les agences de notation, CRA 3 dans son nom de code. Nous devons en fait toiletter les documents réglementaires des fonds d'investissement et toiletter également les processus de gestion de l'ensemble des sociétés de gestion de la place, de façon à ce que toute la dépendance par rapport aux agences de notation ne soit plus automatique. Donc ce que l'on vise, c'est à nouveau le recours exclusif et mécanique aux agences de notation. Ça a bien démarré et je remercie vraiment les sociétés de gestion qui ont beaucoup travaillé sur ce sujet en fait l'an dernier. On a précisé beaucoup d'éléments de doctrine. Alors, ce que je voulais très rapidement redire, c'est que aujourd'hui on atterrit sur globalement 2 approches possible. Vous pourrez lire tranquillement les slides. On a donné quelques exemples très concrets pour ceux qui n'ont pas tout à fait fini de toiletter leurs documents. On arrive avec 2 approches. C'est soit un toilettage complet en fait, de la politique d'investissement, en disant en fait que la notation n'est qu'un élément d'information à la fois dans la sélection de l'univers autant que dans la décision de gestion. Ça, c'est la première approche. On a une deuxième approche sur laquelle nous, on pense que c'est tout à fait possible de développer cette deuxième approche. C'est une approche où on met un critère en dur encore lié à une notation minimale. Et donc c'est une sélection d'univers d'investissement où il y a, par exemple, en plein milieu de l'univers d'investissement, le fait que la notation minimale des titres que l'on aura en portefeuille sera au minimum triple B, dans la mesure en fait où cet univers d'investissement n'est pas uniquement lié aux agences de notation. Ça, c'est une deuxième approche qui nous semble pertinente et ça permet aussi de répondre aux attentes de certains investisseurs institutionnels qui souhaitent absolument avoir une notation en dur dans les prospectus des fonds. C'est possible si cette notation en dur n'est pas le seul critère pour la définition de l'univers d'investissement. Donc, on vous a mis quelques exemples très concrets dans les slides. Ça, c'est quelque chose sur lequel vous pourrez vous appuyer. Ça correspond à quelques exemples concrets que l'on a fait agréer au niveau des services de l'AMF. Deuxième partie sur le toilettage de la dépendance aux agences de notation. Il s'agit de ce qui s'est passé sur les fonds monétaires et fonds monétaires court terme, avec, suite à l'opinion de l'ESMA sur ces fonds monétaires,
nous avons modifié la doctrine et modifié en fait notre position sur les fonds monétaires et toutes nos instructions. Globalement, ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y a plus la contrainte de la plus haute notation de crédit par 2 agences de notation. Donc ça a disparu. Donc on bascule dans un univers qui est non dépendant des agences de notation, ce qui veut dire que là, c'est en effet sous le contrôle de la société de gestion. C'est à la société de gestion, en effet, de voir si ça correspond à une haute qualité de crédit. En ce qui concerne les nouveautés au cours de l'année 2014 et là, tout au début de l'année 2015, je voulais souligner qu'il y a un nouveau véhicule qui est en train d'apparaître, puisqu'on est sur la loi Macron. Donc on va créer un nouveau véhicule d'investissement pour tout type de classe d'actifs. C'est porté plutôt par le private equity, mais c'est un véhicule qui pourra être utilisé par quasiment toutes les classes d'actifs. Il s'agit d'une société de libre partenariat. Ça correspond à une limited partnership à la française. C'est un nouveau véhicule qui a une gouvernance renforcée tout en ayant une flexibilité et un fonctionnement proche d'un fonds d'investissement. Donc c'est, si je peux utiliser une image, c'est un mixte un petit peu entre une SICAV avec une gouvernance et des investisseurs qui peuvent être vraiment acteur principal de la gouvernance, et de l'autre côté une transparence, une flexibilité qui est très très proche de celle d'un fonds commun de placement. Donc un nouveau véhicule un peu mixte en termes de fonctionnement et très très libre en termes de possibilités d'investissement, puisque là ça fait partie de la grande catégorie des fonds professionnels spécialisés où vous avez une flexibilité quasiment totale sur les types d'investissements qui peuvent être éligibles à l'intérieur du fonds et une très très grande flexibilité également sur les ratios d'investissement. Donc on l'espère, ce véhicule sera un nouveau véhicule très flexible pour vous permettre, avec un véhicule français, de répondre aux souhaits des grands investisseurs. On pense aux fonds de pension évidemment, qui ont un besoin de réassurance par rapport à la gouvernance. Ça permettra de créer un véhicule avec une gouvernance renforcée. Un petit temps d'arrêt sur la nouvelle doctrine sur les cessions temporaires. Donc ça c'est tout nouveau puisque ça correspond à la mise à jour du guide sur les programmes d'activité que j'évoquais tout à l'heure. Donc ça a été publié très récemment. Ce que l'on a fait dans ce guide de programme d'activité, c'est qu'on a souhaité clarifier la doctrine sur tout ce qui est cession temporaire, que ça soit autant le prêt-emprunt que donc les opérations de repo, reverse repo, donc de mise en pension et prise en pension. Ce que l'on a souhaité clarifier, c'est que quand il y a une opération de prêt-emprunt, au niveau français, on souhaite vraiment que la société de gestion soit à l'initiative de cette opération de prêt-emprunt. Donc c'est une vision assez simple en fait sur les schémas. Soit la société de gestion ne souhaite pas gérer ces opérations de prêt-emprunt, de cession temporaire, et à ce moment-là, elle délègue la gestion. Et quand elle délègue la gestion, elle doit sélectionner un prestataire qui est habilité à gérer. Donc ça va être du coup typiquement une société de gestion qui pourra recevoir la délégation de gestion. Mais si la société de gestion souhaite ne pas déléguer et pour autant s'appuyer sur un prestataire pour réaliser ces opérations de prêt-emprunt, et c'est ce second cas de figure qui existe quasiment partout aujourd'hui dans les fonds d'investissement français, à ce moment-là, ce qu'on a souhaité clarifier, c'est que la société de gestion doit être à l'initiative de chaque opération de prêt-emprunt tous les jours. Donc la modification, elle est importante. On ne la sous-estime pas au niveau de l'AMF et notamment en termes de mise en place du nouveau schéma et du temps qu'il vous faudra pour mettre en place ce nouveau schéma. Ce que nous souhaitons, c'est que la société de gestion envoie un ordre, très concrètement ça peut être un email, à son prestataire tous les jours et à son intermédiaire, de façon à concrétiser son opération, son ordre de prêt-emprunt tous les jours. Donc il ne s'agit pas de dire à son prestataire, ben, finalement, pioche dans mon portefeuille pendant 6 mois ce que tu souhaites
et prête tous les titres que tu sélectionneras, toi, prestataire, dans mon portefeuille. Ce schéma-là nous paraît trop près d'une délégation de gestion. Ce que l'on souhaite, c'est vraiment que tous les jours, si la société de gestion gère, elle envoie un email pour dire à son prestataire, voilà la masse de titres prêtables, voilà ce que je souhaite prêter, et essaye de prêter ces titres dans le marché. Donc elle le fait à son prestataire, elle le fait évidemment également à son intermédiaire. Donc la formalisation d'un email quotidien, c'est le point de nouveauté de cette doctrine. La deuxième nouveauté de cette doctrine, c'est qu'on souhaite absolument que les sociétés de gestion renforcent, et ça a été marqué par les contrôles que l'on a effectués sur ces activités, on souhaite que les sociétés de gestion renforcent leur gestion du risque sur les activités de prêt-emprunt. Donc ce qui veut dire être capable de voir les opérations de prêt-emprunt, de les enregistrer dans leur système, mais être capable, et c'est surtout ça que l'on souhaite, être capable d'avoir une idée de la bonne exécution. Est-ce que ces prêts-emprunts, ces cessions temporaires sont effectuées au bon prix? Est-ce qu'elles sont vraiment en ligne avec les prix de marché sur ce type d'opération? On souhaite que les sociétés renforcent leur contrôle du risque sur cette partie-là. Et ce qu'on s'attend, c'est que évidemment les intermédiaires qu'elles vont sélectionner s'engageront à leur donner un maximum d'informations sur les niveaux de marché, sur les niveaux de cession temporaire, voilà, avoir des informations par type de prêt-emprunt, par type de maturité ou par typologie de titres sur le marché du prêt-emprunt. Donc ça, c'est nouveau. On s'attend donc à nouveau plus de formalisation, plus de contrôle de risque, et en effet, on s'attend à un petit temps d'adaptation. On sera évidemment bienveillant sur le temps d'adaptation au niveau de l'AMF, mais on souhaite absolument que le marché et les sociétés de gestion puissent continuer à faire du prêt-emprunt, mais dans un cadre plus sécurisé. On pense que ça, c'est vraiment très important pour la place de Paris. Les autres évolutions en termes de doctrine, pour mémoire, on a fait évoluer notre guide sur la maîtrise des risques au sein des sociétés de gestion. Ce qu'on a souhaité, c'est vous accompagner encore plus avec une présentation des différentes fonctions de contrôle, les fonctions de conformité, l'articulation en effet entre ces différentes missions qu'on s'attend à voir dans les différentes sociétés de gestion. Ce qu'on a souhaité, c'est mettre aussi de plus en plus d'exemples concrets dans nos positions et dans nos guides. Donc vous l'avez vu, on a mis d'ailleurs des exemples sur la gestion classique. Cet après-midi, il y aura aussi un atelier sur les gestions private equity et l'immobilier. On souhaite à terme compléter ces guides de façon à beaucoup plus vous accompagner, vous donner de la visibilité sur ce qu'attend l'AMF dans ce genre de domaine. Donc ça, c'est un premier jet et on reviendra, on l'espère, très vite avec également des zooms sur des classes d'actifs particulières. On a mis à jour également la doctrine sur la convention, concernant les conventions avec les distributeurs d'instruments financiers. Donc c'est une réaffirmation de notre souhait d'avoir un bon fonctionnement de toutes les chaînes de distribution. Donc ça, c'est valable autant pour les producteurs que pour les distributeurs. On souhaite avoir des chaînes de responsabilité très claires et un bon fonctionnement de l'ensemble des dispositifs de distribution. Et pour finir, au cours de l'année, on a aussi réaffirmé un petit peu ce que l'on souhaitait en termes de meilleure exécution et meilleure sélection. Pour ces deux derniers thèmes, convention producteur-distributeur autant que meilleure exécution, meilleure sélection, évidemment, on reviendra dans le cadre de MIF 2 sur tout ça. Ça fera partie des travaux sur lesquels on reviendra très vite vers vous pour vous parler de tout ça en 2015-2016. Merci beaucoup.